à toutes. On se retrouve ce soir pour parler du plan d'action du gouvernement débattu ces jours-ci à l'APN. Demain, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, devra répondre aux interrogations des députés. Il est question d'enjeux à la fois économiques, sociaux et politiques. Dans le projet du plan d'action du gouvernement figure un plan de relance économique où nombre d'objectifs ont été identifiés, des objectifs que l'on connaît tous et qu'on a à peine à concrétiser. Qu'apporte-t-il de nouveau ce plan d'action? Comment sera-t-il mis en œuvre? Avec quels moyens? Le plan prévoit entre autres une série de mesures visant un renouveau économique dans le cadre d'une approche basée sur l'encouragement de l'investissement productif et la diversification des ressources financières du pays à travers la modernisation du système bancaire et financier, la réforme du secteur public marchand et de la gouvernance des entreprises publiques, ainsi que l'amélioration de l'attractivité du climat d'investissement. Comment le mettre en œuvre, sachant que nous traversons une crise financière conjuguée à une dévaluation du dinar et une forte érosion du pouvoir d'achat des Algériens? C'est autour de ces questions que nous entamerons le débat sur ce plan d'action du gouvernement. Et c'est aussi le premier débat présenté devant cette 9e législature. Les députés ont d'ailleurs saisi l'occasion pour mettre en avant le citoyen qui devrait être au cœur des préoccupations. Céline Ben Saïdi a assisté au débat. Je vous propose de suivre ce compte-rendu. À travers sa politique sociale, le gouvernement s'engage à consolider le pouvoir d'achat des citoyens fragilisés ces derniers temps en lui garantissant la promotion et l'amélioration de la prise en charge des catégories vulnérables. Le gouvernement s'emploiera à mettre en exécution la décision de Monsieur le Président de la République portant sur l'institution d'une allocation chômage qui sera destinée aux chômeurs primo-demandeurs d'emploi sans revenu. À ce titre, l'Agence nationale de l'emploi sera chargée de la gestion du nouveau dispositif. La préservation et la consolidation du système de sécurité sociale et de retraite sont inscrites en tant qu'action prioritaire du gouvernement, qui œuvrera à l'élargissement de la base cotisante et à l'intégration progressive des personnes actives occupées au niveau du secteur informel. De leur côté, les députés de l'Assemblée populaire nationale sont majoritaires pour dire qu'il est plus que nécessaire de revoir les prix de certains produits de première nécessité en nette hausse qui menacent le pouvoir d'achat du simple citoyen. Le taux de chômage est à la hausse. On constate aussi que ces derniers mois, depuis 3 mois, 10 ans, la flambée des prix elle est impressionnante. Donc il prévoit une relance. Quand on dit relance économique, ça veut dire qu'il y aura création et offre d'emploi. Parce que vous savez, il faut le dire, il y a beaucoup de problèmes. On attend toujours la régularisation des jeunes qui sont dans le pré-emploi depuis 10 ans presque, ou plus. Donc, bon, il y a des promesses. On reste optimiste. L'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen algérien a été posée de façon urgente, mais on attend toujours du ministère et surtout du gouvernement des solutions urgentes pour cette détérioration du pouvoir d'achat et on attend toujours la réponse du gouvernement. Améliorer le pouvoir d'achat du citoyen n'est pas chose facile. Il faut trouver des solutions drastiques pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens de manière progressive. Bien qu'ils aient salué la vision globale de ce plan d'action, les députés n'ont pas manqué d'apporter quelques solutions supplémentaires permettant de faire prévaloir l'intérêt du citoyen et renforcer son pouvoir d'achat pour lui garantir une vie digne. La première solution, il ne faut pas qu'on bricole. D'abord, il faut qu'il y ait une relance économique sérieuse. C'est ça, c'est avec ça qu'on peut offrir des postes de travail, payer des salaires, parce que quand on dit création de richesse, création d'emplois. Le problème chez nous, même dans la fonction publique, l'emploi est bloqué, parce que c'est une question de budget. Le problème, c'est le paiement des salaires. Donc il faut créer, il faut qu'il y ait une relance économique.
La plus grande solution pour sortir de cette situation est de favoriser le dialogue avec les différentes parties, car chacun d'entre eux a une vision bien définie des choses, en commençant par l'agriculteur aux commerçants. Il est impératif aujourd'hui de traiter sur le même pied d'égalité le commerçant régulier qui s'acquitte de ses redevances et de ses impôts et le commerçant qui travaille dans l'informel pour qu'on puisse aller vers une concurrence loyale et équitable sur le marché. Les députés plaident aussi en faveur d'une hausse des salaires au regard de la situation économique et de la flambée des prix, appelant à la révision de la grille des salaires et du salaire national minimum garanti. Voilà, donc vous avez pu suivre ce compte rendu de Nsérine Ben Saïdi qui a assisté au débat à l'APN. Pour parler de toutes ces questions, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Mostafa Haddem. Bonsoir, vous êtes politologue. Merci d'être avec nous ce soir. Et nous accueillons Monsieur Mostafa Mekidesh, expert en économie. Merci également d'avoir répondu présent. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être là. Alors, dès l'annonce de ce plan d'action du gouvernement, des critiques ont fusé de partout. On lui reproche notamment de manquer de précision et un peu de visibilité sur les mécanismes pour sa mise en œuvre. On ne cite pas également les coûts et les délais de réalisation des projets et des programmes tracés. Est-ce légitime comme approche, Monsieur Haddem? D'abord, il faut dire que toute décision de gouvernance est d'abord une décision éminemment politique et l'autorité qui prend cette décision est une autorité politique. Donc il faut toujours mettre ces décisions, qu'elles soient à caractère économique, social, culturel, il faut la mettre dans la perspective politique. Le gouvernement qui présente aujourd'hui un plan d'action, non pas un programme du gouvernement, est dans la suite logique des gouvernements Jarrad 1 et Jarrad 2, lesquels gouvernements ont été choisis par le président de la République. Le nouveau gouvernement ne résulte pas des élections du 12 juin, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu, à l'issue des élections législatives, une majorité partisane qui s'est dégagée avec un plan de gouvernance et il n'y a pas eu non plus d'alliance entre deux ou trois partis pour constituer un gouvernement. Il s'agit d'une majorité présidentielle, c'est-à-dire de partis politiques qui ont décidé de rejoindre et d'adopter et d'appliquer le programme en 54 points du président de la République, du président Tebboune. Donc, nous assistons ici non pas à la présentation d'un plan, d'un programme de gouvernance, mais d'un plan d'action. J'avais dit ici dans ce studio, à la nomination de ce gouvernement, qu'il s'agissait d'une task force qui est appelée à mettre en œuvre les engagements du président de la République, mais des engagements qui ont été chahutés par une réalité économique. D'abord, la pandémie de la Covid-19 qui a eu un impact aussi bien sur l'économie nationale que sur l'économie mondiale d'une manière générale. Et puis, cette pandémie a permis d'être un révélateur d'un certain nombre de problèmes structuraux dans notre économie, qu'il s'agisse du fonctionnement des services publics dont quelques-uns ont montré leurs limites, ou de la résistance et de la résilience de notre économie face à des crises majeures comme la crise de la Covid-19. Donc, il faut mettre ce plan d'action en perspective. Maintenant, pour les délais, quand dans le programme économique du gouvernement, dans le plan d'action du gouvernement, on parle de la refonte du système bancaire. Bien entendu, ça ne se fera pas en une année. Si vous êtes appelé à changer d'abord des mentalités, des modes de management, des modes d'organisation, faire passer un secteur bancaire qui, depuis 1962, a fonctionné d'une manière bureaucratique et administrative, et le hisser à un fonctionnement
conforme aux standards internationaux. Mais aujourd'hui, ce que demandent les députés, par exemple, c'est de fixer des délais, des échéances, de mettre une commission pour contrôler l'application du plan d'action, parce que je pense que nous avons vécu auparavant des plans d'action, on a présenté des plans d'action qui n'ont jamais été mis en œuvre. Monsieur Mekidesh a probablement, en tant qu'expert économique, un avis, mais si vous me permettez, j'ouvre une toute petite parenthèse. On ne peut pas juger de l'efficience et de l'efficacité d'un plan d'action d'une manière globale et sur une durée limitée. Vous avez un certain nombre d'actions qui prendront du temps. Vous ne pouvez pas faire la refonte, comme je le disais, du système bancaire en 9 mois, une année, et revenir devant les députés pour leur dire « nous avons pris des engagements, voici ces engagements sont réalisés ». Mais d'une manière globale, au-delà des indices macroéconomiques pour lesquels, je pense, le gouvernement va fournir des efforts pour les améliorer. Au regard de l'Algérien et de l'Algérienne, il y a des paramètres simples qui diront que ce gouvernement a réussi ou il a échoué. Ces paramètres sont d'abord les services de proximité. Quand nous allons, si le gouvernement réussit à améliorer le service scolaire, l'école, le service santé, public, service public, les services publics et puis in fine, améliorer les conditions de vie des citoyens. Vous savez, madame, absolument, absolument. C'est dans le panier, c'est dans la panier de la ménagère qu'on verra. Que les Algériens verront si le gouvernement a réussi ou pas. On reviendra sur ce que vous dites. Alors, est-ce que pour vous, Monsieur Mekidesh, ce plan d'action de gouvernement, est-ce que c'était légitime d'avoir fait autant de reproches dès l'annonce de ce plan d'action de gouvernement? Encore faut-il attendre sa mise en application? Mais au préalable, je voulais faire une petite remarque, c'est que l'économie, cher ami, c'est Moustapha, c'est de la politique concentrée. Parce qu'on voit en dernière analyse que les élus de la nation, donc au Parlement, et demain donc les élus locaux, ont la solution des problèmes économiques, notamment du pouvoir d'achat, de la relance, etc., comme étant des éléments fondamentaux. Donc, alors, de ce point de vue-là, vous m'interrogez sur le statut du plan d'action. Alors, il y a le statut politique qui a été bien défini par le Moustapha, et qui le met en perspective par rapport, et qui s'inscrit évidemment dans le programme du président de la République, le programme du candidat président de la République, et également qui s'inscrit dans des travaux qui ont été déjà faits, dans des réflexions tout à fait intéressantes qui ont été faites, notamment le programme qui porte Plan national de relance, et qui est donc un document, je crois, d'une centaine de pages, qui va dans le détail. Et également donc des plans d'action des gouvernements précédents. Sauf que, à mon avis, donc nous avons toujours une approche jacobine, centralisatrice, qui jusqu'à présent donc continue d'imprégner donc l'évolution de nos institutions et du fonctionnement de l'État dans ses organes électifs, et cela, à mon avis, devrait faire l'objet d'une réflexion, parce que c'est à juste titre que les députés donc sont inquiets sur la capacité à mobiliser les ressources pour réaliser ces plans, sur lesquels donc les indications précises des sources de financement n'ont pas été suffisantes selon eux, et également et du planning, c'est-à-dire de la planification. Nous avions un instrument qui s'appelait donc le secrétariat d'État au plan, et qui avait fonctionné, et que les réformateurs libéraux, donc avec le plan d'ajustement structurel, ont mis à la poubelle, c'est-à-dire a fait disparaître une institution qui, elle, préparait précisément les réponses que demandent les députés, et que cette institution de planification, avec donc des notes de cadrage au préalable avant de faire donc un certain nombre d'investissements, avant de faire un plan, donc sont faits. Alors, cette démarche, toujours donc que l'on privilégie donc top-down, c'est-à-dire on fait au niveau du sommet, au niveau du gouvernement, au niveau du Premier ministre, donc le document, et puis ensuite on va le décliner sur les territoires et les secteurs. Il y a des difficultés de mise en œuvre qui vont surgir, et la représentation nationale le sait, dans les arbitrages qui devront être faits, parce qu'il aurait fallu faire une autre démarche, me semble-t-il, bottom-up, c'est-à-dire à partir d'en bas, donc avoir déjà
Ça fait depuis 3 mois qu'on prépare ce document-là. Donc, préparer déjà au niveau des secteurs et des territoires aussi, parce que les territoires sont importants, donc leur demander de préparer donc un certain nombre d'éléments donc qui vont, selon leur perception, si vous voulez, des problèmes qui sont chez eux, vont pouvoir relancer la croissance, relancer l'emploi, régler les problèmes des services publics qui sont médiocres là où ils sont, et ensuite au niveau central, donc on ferait les arbitrages et on établit les priorités et on mobilise les financements. Bon, c'est apparemment, donc je ne suis pas informé, donc nous ne sommes pas informés précisément du processus dans lequel ça a été élaboré. Peut-être que ce sont ces types d'inquiétudes que la représentation nationale au Parlement, donc de façon peut-être non formalisée, donc pressant. Voilà, donc ce que je voudrais rajouter, c'est que de toute manière, cette déclinaison territoriale, on avait le schéma national d'aménagement du territoire, on en parlait avec Sim Mustafa avant, et qui est un excellent instrument pour pouvoir repérer les besoins, notamment les zones d'ombre, notamment les questions d'équité territoriale, notamment les questions, si vous voulez, de dynamisation, si vous voulez, des élites locales et des ressources locales pour pouvoir avoir des points de croissance au niveau des territoires. On a des instruments, d'autant qu'on a une échéance qui approche et qui pourrait mettre les collectivités au cœur de cette C'est ça. Alors, relance, ce que je voudrais quand même terminer, pour ne pas être par une note qui est moins sombre, parce que l'économie c'est sombre, c'est que nous sommes dans une situation quand même qui est desserrée du point de vue des contraintes macroéconomiques, puisqu'on a 2 chiffres. Un, c'est que donc on va boucler l'année avec entre 30 et 33 milliards de dollars donc de recettes. Donc moi je pense plus à 33 qu'à 30 compte tenu des prix du gaz et de l'électricité en Europe actuellement. Et également avec le fait qu'on a cassé le plafond de verre, dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans vos émissions, qui est celui de 2 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures tous les ans. On n'est jamais arrivé à dépasser. Là, nous sommes aux 8 premiers mois donc à 8 milliards de dollars. On va donc à 3 milliards de dollars et on va probablement doubler, donc être à 4 milliards de dollars, ce qui nous fera donc une situation un peu moins tendue que nous l'avions il y a 1 an ou 2 ans. Il faut sortir aujourd'hui de cette, pour les experts les plus peut-être pessimistes, de ce baril, de croire encore que le baril peut encore sauver notre économie, qu'il atteigne encore les 100 dollars. Il faut rappeler aussi que le prix du baril a augmenté, ce qui a aidé un peu la situation actuellement. Je pense, madame, qu'il faut s'éloigner de la rente pétrolière. Je pense qu'il faut sortir définitivement de l'économie de la rente. L'économie de la rente, c'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord le fonctionnement du responsable algérien. Oui. C'est l'état d'esprit. Comment aujourd'hui réformer cet état d'esprit? Je pense qu'avant que ça soit un problème de gouvernance, un problème de management, un problème de gestion, de prospective, c'est d'abord, j'allais dire, c'est devenu presque un atavisme. Ce n'est pas uniquement les responsables, les décideurs politiques et économiques dans notre pays qui ont le regard rivé sur le prix du baril, mais il se trouve que c'est Abdelkader Ben Kaddour qui est dans son village à Tabelbela, autour d'un café, dans un café mort, il te dit « Tla ou lahbat ». Je pense que c'est d'abord autrement, sortir de l'économie de la rente vers une économie créatrice de richesse. C'est d'abord un état d'esprit. Le deuxième aspect qui est très important, c'est la ressource humaine. J'allais en venir, justement. Les compétences qui rappellent à l'élite algérienne. Nous avons des élites algériennes qui sont marginalisées à l'intérieur du pays et nous avons des élites algériennes et des compétences mondialement reconnues et qui sont à l'étranger, qui ne demandent qu'à contribuer à l'essor économique de leur pays. Vous savez, la richesse dans ce bas monde, c'est l'homme qui l'a créé. Ce n'est pas la nature qui l'a créé. La nature peut vous donner les moyens, peut vous booster votre moyen, mais c'est l'intelligence, c'est d'abord l'homme qui crée la richesse. Investir dans le capital humain, c'est noté dans ce plan d'action. On prend acte de cela, c'est-à-dire que mettre aujourd'hui l'humain au cœur... Oui. Je pense, madame, la première chose en la matière, la première chose, c'est d'empêcher d'abord les cerveaux qui sont ici de ne pas partir, de ne pas fuir.
c'est-à-dire leur donner la possibilité de s'exprimer et qu'on se mette d'accord. L'intelligence se trouve dans tous les âges. Il faut aller vers un rajeunissement, mais pas vers le jeunisme. Oui. Ce n'est pas parce que vous ramenez un jeune de 30 ans que vous avez remis le flambeau, le fameux Slim el-Mesh'al. Il y a aussi une adéquation entre la formation absolument. Et l'emploi et le monde du Il faut aller marché. vers un rajeunissement. La première richesse de notre pays, c'est d'abord les ressources humaines. Et pour sortir de l'économie de la rente, me semble-t-il, 3 choses. 1, en premier lieu, lutter contre ces atavismes, contre cet esprit de dépendance de l'économie rentière. Deuxièmement, briser le cercle vicieux et non vertueux de l'économie de la rente. Vous savez c'est quoi ce cercle vicieux? Chacun ramène son copain, chacun ramène son ami, parce qu'il y a un profit pour profiter, pour la chipa, pour gagner de l'argent facile sur la rente. Parce que quand vous brisez ce cercle non vertueux de la rente... Vous demandez quand même un changement de la racine, hein, Monsieur Hedem. Aujourd'hui, c'est je pense, si nous prenons les bonnes décisions maintenant, je pense que dans 2 ans, 3 ans, nous allons commencer à cueillir les résultats. Et il faut le faire. Et c'est devenu une urgence d'ordre existentiel pour notre pays. Investir dans les compétences, dans l'héritage juste un mot sur la rente, parce que ce concept, des fois, donc, opératoire, n'est pas vu de la même façon selon la sensibilité politique à laquelle on appartient, tu le sais, ou bien selon ce qu'on lui donne comme contenu. D'abord, nous sommes sortis de la rente pétrolière, c'est que les Algériens ne le savent pas. Même si les prix augmentent, les quantités diminuent. Elles ont commencé à diminuer depuis 2007. Et je le dis tout à fait. Y compris, hein. Tout à fait, Même absolument. le gaz, Oui, non, les hydrocarbures. Je parle des hydrocarbures de façon générale. Donc le financement de l'économie et des transferts sociaux par les hydrocarbures, c'est terminé. C'est terminé parce que... Il faut en prendre conscience, absolument, justement. parce qu'il y a d'autres... il y a le fait que les quantités ont une durée historique. Bon, c'est comme ça, donc il faut passer... Il faut passer à autre chose. Il y a d'autres... Donc ça, si on arrive à couvrir les besoins énergétiques du pays par les hydrocarbures le plus longtemps possible, en 2030, 2040, 2050, c'est déjà un objectif très important qu'il faut maintenant. Ça, c'est un premier point. L'autre aspect, c'est qu'il y a des niches de rente. Des niches de rente qui se sont constituées hors système des hydrocarbures. Je pense à l'agriculture. Vous trouvez normal que les fruits et légumes qui sont produits en Algérie, avec des moyens algériens, avec des politiques publiques de soutien qui datent depuis plusieurs décennies, je peux en témoigner quand j'étais au CNES, de tout ce que ça a coûté et tous les efforts qui ont été faits, et qui commencent à faire en sorte que l'agriculture puisse produire 25 milliards de dollars en production, et que le consommateur en bout de piste, le ménage, n'arrive pas à acheter des fruits et des légumes, en tout cas des fruits, donc à des prix qui ne sont plus ceux qui étaient en Algérie, mais qui sont des prix dollarisés, c'est-à-dire ce sont des prix européens. Alors le pouvoir d'achat des Algériens, c'est la question phare qui revient dans ce plan d'action du gouvernement. Ne touche pas uniquement maintenant, dans la situation actuelle, les revenus des ménages les plus, si vous voulez, qui ont les revenus les plus faibles, mais atteint même les couches moyennes qui constituent là un problème de sécurité nationale. Pourquoi? Parce que c'est les couches moyennes qui constituent, si vous voulez, le ciment de justice sociale, de cohésion nationale. De cohésion sociale. Voilà un peu, si vous voulez, comment situer. Et ce problème de rente qui persiste, elle ne persiste pas uniquement parce que les hydrocarbures continuent, si vous voulez, de couvrir un certain nombre, mais également parce qu'elles se sont dispersées. Il y a des niches de rente dans des niches fiscales, il y a des niches de rente dans la sous-fiscalisation. Alors, c'est tout ça qu'il va falloir remettre à table et que la classe politique doit prendre en charge. Et non pas faire semblant que ça n'existe pas et que c'est le gouvernement qui va tout régler, etc. Mais vous êtes partie prenante de la solution aussi. Alors on le vit tous avec cette érosion du pouvoir d'achat, la dévaluation du dinar. Il y a eu un rapport de l'Association de la protection et d'orientation du consommateur qui a affiché tous les chiffres et l'augmentation entre 2010 et 2021. On parle du simple au double. Aujourd'hui, on parle d'un salaire minimum de un peu plus de 80 000 dinars pour pouvoir vivre dignement aujourd'hui, Monsieur Mostafa Hedem.
Je vais vous dire, madame, d'abord, il faut. J'ai personnellement entendu beaucoup d'experts dans les médias nationaux, qu'ils soient publics ou privés, et à travers la presse, nous expliquer les mécanismes d'augmentation des prix en les mettant en relief ou avec ce qui se passe sur le marché international. Il y a eu les effets néfastes de la Covid-19, oui, on est impacté directement, qui ont impacté. C'est bien tout ça. C'est bien dans un débat intellectuel, dans un débat dans un entre bureau, experts. Entre experts, oui, c'est bien. Mais, pardonnez-moi l'expression, mais ça n'intéresse pas l'Algérien moyen, ça n'intéresse pas la ménagère. Il veut savoir comment finir son mois. Hein. Absolument. La ménagère, le bon père de famille, veut comprendre qu'est-ce que l'État et les gestionnaires, par tous les moyens, y compris par les moyens répressifs, comment ils peuvent lui permettre d'acheter des produits fabriqués ou cultivés dans son pays avec l'aide du trésor public et auquel il n'a pas accès. Et on parle de produits de première nécessité, hein, ce n'est même plus les fruits. Je vais vous dire, madame, une mère de famille qui va sur le marché ou un père de famille qui ne peut pas acheter de la tomate, ce n'est pas normal. Alors que les dispositifs du fameux dispositif Ta'arfig, les prêts sans intérêt qui sont donnés par les banques au fait aussi, moi j'aime les agriculteurs, hein, que mes paroles ne soient pas mal comprises, mais nos flahs ne payent pas d'impôts. Et nous avons une batterie d'aides de l'État au profit des flahs. Et puis après, on vous dit, non, les flahs, non, ce n'est pas eux, c'est la spéculation. La spéculation, l'État est outillé pour lutter contre la spéculation. Et il faut que tous les moyens, je dis bien tous les moyens, les inspections, les fameux inspecteurs du commerce, les inspections mixtes, municipalités, c'est-à-dire communes, ministère du commerce et services de gendarmerie ou services de police. Vous imaginez que depuis la période de terrorisme que nous avons vécue dans les années 91-92, depuis, on ne voit plus de gendarmes dans les marchés hebdomadaires. La liberté, libérer les prix, je n'appelle pas personnellement, et je pense peu de gens appellent à un contrôle, j'allais dire à imposer les prix. Non. Il faut un contrôle. Régulariser, hein, oui. Il faut réguler. L'État. Réguler plutôt, oui. L'État doit réguler. Et pour réguler, vous avez plusieurs instruments. Vous avez les instruments fiscaux, parafiscaux, mais au-delà, vous avez aussi d'autres moyens qui sont des moyens répressifs, mais qu'il faut mettre en branle. Je voudrais terminer en rajoutant 2 mots. Vous savez, madame, nous avons plusieurs sources qui nous donnent... Alors, on parle de 54 milliards de dollars, de 70 milliards de dollars d'argent de masse monétaire en circulation dans l'économie informelle. Je vous dis, ce problème de l'économie informelle n'est plus un problème uniquement économique, n'est plus un problème qui met en péril les classes défavorisées et qui provoque l'érosion de la classe moyenne, c'est aussi un problème de sécurité nationale. Que vous avez une masse monétaire aussi importante qui est en circulation, eh bien, vous avez des sources de financement pour des organisations terroristes, vous avez des sources de financement pour des personnes ou des organisations, qu'elles soient nationales ou transnationales, qui peuvent déstabiliser le pays. Donc, c'est un tout. Mais je reviens, si vous me permettez, une chose, il n'y a pas de pays où il n'y a pas de pauvres, madame. Aux États-Unis, il y a 45 millions d'Américains qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Lutter contre la pauvreté est une chose. Il y a des mécanismes qui passent par le mouvement associatif, qui passent par le Croissant Rouge, que nous devons voir un peu plus souvent sur le territoire national. Il passe par une politique d'aménagement du territoire.
Mais le plus dangereux, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'érosion de la classe moyenne, de la classe qui crée la richesse. On ne pourra pas parler de relance économique si on provoque l'érosion ou on laisse faire l'érosion et la paupérisation de la classe moyenne. Alors justement, hein, Monsieur Mesquidesh, le plan d'action du gouvernement parle de récupérer l'argent de l'informel, mais ne précise pas, par contre, comment récupérer cette masse salariale, ni celui de la régulation du marché de la financière et ni du marché de la devise. Hein. C'est une problématique récurrente de tous les gouvernements qui sont passés au moins depuis 2 décennies. Au moins 2 décennies, hein, peut-être plus, sans que le traitement en profondeur n'ait été réellement pris en charge, avec même des reculs. Hein. Vous vous souvenez à la période de la révolution arabe donc de 2011, hein, donc lorsqu'il y a eu les révolutions dites arabes, en fait, c'est des contre-révolutions dans certains pays, et donc où on avait amorcé l'obligation de l'utilisation du chèque à des niveaux 500 000 de 500 000 dinars, et puis ensuite on a reculé parce qu'on a mobilisé quelques lobbyistes connus dans la capitale et dans d'autres, ont mobilisé des baltaguias, donc, et puis le gouvernement a reculé, a cédé. Donc, oui. Alors que ces questions... La réforme se fera certainement douloureusement. Non, je vais vous dire, tout à fait, le traitement. Alors, on oppose à ce traitement de l'informel en disant, attention, c'est de l'emploi pour des jeunes, etc. Mais qui vous interdit, en tant que puissance publique, de faire une segmentation de cette problématique en disant je m'occupe d'abord des hauteurs dominantes de l'informel, ceux dont parlait Mustafa tout à l'heure à juste titre en disant qui ont des grosses sommes et qui financent à partir de banques à Dubaï ou dans des paradis fiscaux, donc arrive à être dans le grand marché d'importation en Algérie et qui continue donc avec une évasion fiscale, donc sans aucune traçabilité, on ne sait même pas d'ailleurs, et puis qui font rentrer ça c'est la priorité. Donc ça peut déjà en termes de montant et en termes, si vous voulez, de danger pour la sécurité nationale et pour l'économie nationale, donc c'est déjà une partie qui peut être traitée. Il faut faire quoi? Réformer aussi les mécanismes de contrôle? Non, mais ça, c'est l'organisation des marchés, parce que dans les institutions, c'est le système électoral politique, c'est le système politique, c'est l'administration, mais c'est surtout et aussi le marché. Les marchés ne sont pas organisés. Rappelez-vous du Sirpalak pour la pomme de terre. Oui. Gal, on va régler le problème de la pomme de terre, on va mettre en place un mécanisme, mais en vérité, ça a été détourné de sa fonction et ça n'a jamais fonctionné. Maintenant, donc, l'organisation des marchés, et d'abord des marchés qui ont un rapport direct, dont les produits ont un rapport direct avec le pouvoir d'achat des citoyens, doit être une priorité. C'est une priorité et je pense qu'il y a des pays qui ont réussi à réduire. Donc, on s'attaque d'abord aux hauteurs dominantes de l'informel et puis ensuite, on va progressivement formaliser, d'abord identifier, sans qu'il y ait une pression fiscale sur eux, l'ensemble des activités, parce que ces activités doivent répondre à des normes professionnelles, à des normes d'hygiène, à des normes donc de l'ensemble des emplois qui sont mis notamment dans les services. Et puis ensuite, on pourra donc progressivement prendre en charge ce bout. Mais on ne peut pas laisser aller comme ça. Donc les salariés dont les revenus sont dans la fiscalité est ponctionnée à la source, et puis d'autres segments sociaux ne sont pas concernés. Et la classe politique, dans sa composante partisane, doit s'engager sur la solution de ce problème, parce qu'il peut y avoir consensus sur ces questions, sauf si, évidemment, il y a d'autres préoccupations qui semblent être pour eux plus urgentes. Alors, ce qui a été aussi noté dans ce plan d'action, le Premier ministre avait dit qu'il fallait la conjugaison des efforts de tous. On parle aujourd'hui de coordination, de transversalité, ce qui n'existe pas chez nous. Hein. Chaque ministère travaille un peu seul, et puis les programmes viennent avec... à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, on oublie le plan. Il n'y a pas de stabilité à ce niveau-là. Il faut aussi agir sur cela, avoir une vision à long terme, sur le long terme. Je pense, j'ai eu à le dire tout à l'heure au début de cette émission, que le président de la République a opté pour nommer une task force pour faire face à des situations extrêmement graves.
les effets de la pandémie au plan international et au plan national. Le recul, comme si Mustafa a eu à le dire, le recul des exportations des hydrocarbures. Nous avons assisté il y a de cela 2 ans, 3 ans à une chute drastique du prix du baril du pétrole et du prix du gaz. Les tensions régionales qui sont très importantes, les problèmes à nos frontières est, à nos frontières ouest, le Hirak qui a été un moment important à son début et qui a été récupéré malheureusement et exposé le pays à des dangers réels. Donc il y a une conjoncture politique, économique, sociale explosive. Donc c'est une task force. Le travail de fond dont on parlait, oui, le Premier ministre en a parlé. Il a appelé à une mobilisation, j'allais dire une mobilisation générale de toutes les énergies et de toutes les institutions. Comme nous, analystes politiques et même des activistes les bonnes politiques, volontés qui veulent travailler appellent à un front interne au plan politique. Oui, c'est une bonne chose. Mais la gouvernance, madame, c'est un management public. La gouvernance, c'est des institutions stables. La gouvernance, c'est aussi l'État républicain. Et l'État républicain a un principe fondamental qui est l'ordre républicain. Si vous n'avez pas des institutions qui sont fortes et des personnes, des hommes et des femmes qui n'obéissent qu'à 3 choses, leur conscience, la loi, leur conscience et l'intérêt général, si vous ne mettez pas des hommes et des femmes comme cela dans des institutions fortes, quand je dis des institutions fortes, c'est que vous devez avoir des élections transparentes. Que le député ou que le président d'APC ou le président de l'APOI sache qu'il a été élu d'une manière transparente, propre, et qu'il a des comptes à rendre aux hommes et aux femmes, aux citoyens, aux citoyennes qui l'ont élu. Donc des élections propres et transparentes. Et puis, quand vous n'interdisez pas les interférences, quand vous avez un directeur général, un président-directeur général d'une entreprise publique qui est sous la tutelle d'un ministre et qu'il peut outrepasser ou contourner son ministre, alors qu'il vient de faire preuve d'une incompétence avérée et qu'il peut contourner son ministre parce qu'il a ou qu'il a des connaissances ailleurs. Vous brisez la chose fondamentale qui est dans la République, qui est l'ordre républicain et le respect de la hiérarchie. Et avoir une bonne gouvernance fondée sur la moralisation également. De la vie publique, je vous remercie. Je ne sais pas si vous allez donner la parole à ce ou je vais continuer, parce que cette histoire de moralisation de la vie publique, les gens ne l'ont pas perçue, me semble-t-il, à sa juste valeur. Elle est la pierre angulaire de la construction de l'État et de la pérennité de l'État national. Ça établira la confiance après aussi des citoyens vers leurs institutions et d'interagir. Tout est fondé sur la moralisation de la vie publique, y compris le panier de la ménagère. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait intéressant sur la question du temps en économie. Il y a les plus grandes conquêtes et les plus grandes avancées lorsqu'on voit dans le temps long dans l'économie algérienne. J'ai consacré quelques livres à ce sujet-là, se sont réalisées dans le temps long. L'électrification du pays. Il a commencé à l'indépendance. Sonelgaz, elle a commencé à construire son expertise, son expérience, et puis petit à petit, on est arrivé à 97% d'électrification. Lorsqu'on voit, par exemple, la question du stress hydrique. La question du stress hydrique. On n'aurait pas dû avoir le stress hydrique que nous avons connu l'été dernier et qui a encore aggravé la pression sociale et qui a aggravé également les difficultés sociales des ménages. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu donc des réflexions antérieures qui ont été faites
Et on est passé difficilement, j'en suis un témoin, donc au dessalement d'eau de mer pour convaincre, une fois que le pouvoir politique a été convaincu il y a 2 ou 3 décennies, donc il y a eu 2,2 millions de mètres cubes jour qui ont été mis en place. Mais ce n'est pas un acquis définitif. Il faut continuer à gérer la maintenance, veiller à ce que les capacités nominales qui étaient fixées à 2,2 soient atteintes. Or, dans le plus grand projet de dessalement d'eau de mer à la Macta, nous n'avons jamais pu atteindre les 500 000 ou 600 000 mètres cubes jour. C'est ce qu'on reproche un peu aujourd'hui à tous ces plans d'action. Ne s'inscrivent pas sur la durée, sur le long terme. Pour donner le contexte, les plans de maintenance n'ont pas été, au lieu de se faire en hiver, ils se font en été. Donc on se demande sur quelle logique industrielle ça peut se faire, alors que le pays a consacré beaucoup de ressources pour pouvoir atteindre ce résultat-là. La Sonatrach achète à un prix fort l'eau qu'elle rétrocède aux distributeurs, que sont la CEAL et qui sont l'Algérienne des eaux. Et c'est elle qui paye des surplus. Donc, ça veut dire, avec donc, le gaz qu'elle vend également à des prix non pas internationaux, mais donc tout ça veut dire que c'est vrai de dire donc on va passer à un investissement, comme ça a été dit, je crois, dans le plan d'action du gouvernement, de 2,2 millions de mètres cubes jour à 2023 ou 2023 à plus de 3 millions de mètres cubes jour. Le problème, il ne faut pas uniquement augmenter l'investissement. Il faut veiller à ce que le management de ce qui existe soit au niveau des performances. Alors tout ça fait partie, si vous voulez, l'autre aspect dans le temps long, alors, donc, qu'on ne prend pas en charge, à mon avis, du tout, dans les textes, en tout cas que j'ai vus, dans les textes publics, économiques, publiés par le gouvernement et par les ministères, c'est la question de la démographie. On est sorti de la transition démographique que nous avons pu atteindre et que la société algérienne a accepté, et que le ministère de la Santé a conduite avec succès, qu'on avait réussi à atteindre dans les années, si vous voulez, 2000. Maintenant, on revient à des taux, si vous voulez, de fécondité qui dépassent les 3. On est au niveau pas du Niger, mais on est au niveau de l'Égypte. Et comment nous allons donc... c'est une préoccupation qui est liée avec les capacités, nos capacités à créer les salles de classe suffisantes pour les cohortes qui vont venir, les emplois ensuite plus tard pour les primo-demandeurs, etc. Et cette question est absente du plan d'action. Moi, j'étais étonné. Et je ne vous le cache pas, et je le dis de façon cash. Ben oui, vous êtes ici pour ça, pour éclairer aujourd'hui les Algériens sur leur avenir. Aujourd'hui, M. Mustapha Hadem, pour revenir un petit peu sur ce plan de relance économique, on ne peut dissocier aujourd'hui la relance économique sans parler de stabilité politique, de stabilité juridique. On en parle souvent dans les lois, avec des textes d'application. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dissocier les deux. Vous savez, parmi les engagements pris par C. Abdelmejid Tebboune lors de la campagne électorale, c'est d'aller vers une stabilité des institutions. C'est quoi la stabilité des institutions? Ce n'est pas garder le même responsable pendant 40 ans, que les choses soient entendues. C'est la stabilité des lois. Oui. La stabilité des lois, notamment en matière économique, en matière d'investissement et en matière financière. C'est pour arriver aux investissements et attirer les investisseurs. Vous savez, je n'ai de cesse de le dire, le capital est lâche. Le capital est lâche, le capital n'est pas courageux, il n'est pas philanthrope. Le capital, il va là où il se fructifie et là où il bénéficie d'une stabilité politique, d'une stabilité sécuritaire et d'une stabilité législative et réglementaire. Maintenant, beaucoup de nos concitoyens et d'observateurs s'interrogent. Nous avons abandonné la règle 51-49. Et pourtant, le nombre d'IDE, d'investissements directs étrangers, n'ont pas augmenté. Pourquoi? Il ne suffit pas, me semble-t-il, d'avoir des lois aussi encourageantes, aussi prometteuses. Mais il faut lutter contre deux phénomènes que nous trouvons dans notre pays et que d'autres pays la bureaucratie, moins vertueux que le nôtre ont trouvé les solutions. D'abord, la multitude des niveaux de décision. Alors, le guichet unique,
On en parle, c'est comme l'Arlésienne, hein, le guichet unique. Dans notre pays, c'est comme l'Arlésienne, tout le monde en parle, personne ne l'a vu. Alors, on en parle depuis maintenant 15 ans à peu près, du bureau unique. Ce guichet unique ne s'est jamais constitué, puisque vous avez des portions d'autorisation, de sous-autorisation, que vous devez aller faire un peu partout. Bien, le deuxième problème. Plus vous augmentez le nombre d'intervenants dans le processus décisionnel, plus vous créez des goulots d'étranglement. Et comme un investisseur ne supporte pas le goulot d'étranglement et qu'il doit d'une manière ou d'une autre l'élargir, il va l'élargir par le biais de la corruption. Oui. Donc, il ne suffit pas... Tout à l'heure, je vous disais, madame, quand je parlais de moralisation de la vie publique, je vous ai dit, in fine, il aboutit au panier de la ménagère. Quand vous voulez faire une relance économique, quand vous voulez atteindre le plein emploi, bon, cela n'existe plus. Le plein emploi, c'est les années 50 et les années 60, c'est les années d'or après la Seconde Guerre mondiale. Bon, j'ai vu tout à l'heure un de nos députés parler du plein emploi, on va en parler. Pour atteindre, s'approcher du plein emploi, il faut un minimum de conditions. Et ce n'est pas uniquement des législations plus souples qui nous permettront d'y arriver, mais c'est aussi aller véritablement vers un guichet unique, réduire le nombre d'intervenants dans le processus décisionnel de l'investissement. Il faudrait que le foncier industriel soit géré dans ce guichet unique où vous avez aussi la personne qui représente le Trésor public et la Direction générale des impôts qui va donner les autorisations. Il faut numériser tout ça, il faut numériser pour avoir plus de transparence. Nous avons commencé par numériser l'état civil, c'est bien. Oui. Je pense qu'il faut aller vers une plus grande numérisation, mais une plus grande moralisation de la vie publique. Moralisation, numérisation. Oui, dans le même ordre d'idée, je pense que sur le plan, il faut donc revenir et créer la confiance. Oui, absolument. Donc l'investisseur, effectivement, est peureux, vous l'avez dit. Catalyseur de toute relance. Oui, hein, mais il faut de la confiance, plus que de n'avoir pas, donc de lui créer des conditions où on n'a pas peur. Alors ça, c'est une question de jurisprudence. On peut avoir des textes, et le président de la République a été très clair sur le fait, si vous voulez, la dépénalisation de l'acte de gestion. Oui. Et il a dit, donc, tant que Maïdir Fidjibo, donc il n'y a pas d'enrichissement personnel, donc l'entrepreneur, celui qui risque, l'investisseur, donc, est protégé. Oui. Est protégé par la loi. Mais il faut qu'il soit protégé par la jurisprudence. Il faut qu'à travers tous nos appareils de justice, nos cours, donc il y ait un certain nombre donc, des tribunaux spécialisés, des tribunaux, absolument, des tribunaux d'affaires, et qui puissent rendre suffisamment d'actes et de jugements qui témoignent précisément que la machine est lancée de confiance. Ouais. Et sinon, jusqu'à présent, donc l'investisseur, je ne parle pas de l'investisseur étranger. Lui, par contre, il a des contrats, il peut vous poursuivre dans une jurisprudence internationale, etc. Donc, chez nous, il faut que l'on puisse rétablir cette confiance par une jurisprudence appropriée. Et beaucoup d'avocats d'affaires que j'ai connus, et d'avocats tout court, qui disent que nous n'avons pas suffisamment de jurisprudence parce que précisément, donc, on a traité un certain nombre d'affaires qui sont du domaine commercial d'une façon qui n'était pas appropriée. Donc, il va falloir donc changer. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qu'il va falloir également, si vous voulez, maintenant, la relance se fait par le dialogue social aussi. Oui. Et j'ai vu avec un intérêt assez particulier la création au niveau du dialogue entre le ministère de l'Industrie et l'UGTA. J'aurais souhaité que ce soit élargi au patronat sur 3 filières. Les matériaux de construction, je crois, l'agroalimentaire et la sidérurgie, pour que les partenaires sociaux qui, eux, sont les parties prenantes de ces secteurs, puissent à la fois identifier les difficultés, pas uniquement sociales, pas uniquement salariales, mais également qu'ils puissent contribuer à la relance de ces 3 secteurs qui peuvent contribuer à sortir donc, de l'économie... Il faudra aussi parler du sort des entreprises publiques. Ah oui, alors là aussi, c'est un problème, parce qu'on a à un moment donné, vous avez vu la question
qui a été posée, d'ouvrir le capital des entreprises publiques qui avaient des difficultés. Je pense à l'ENIA de Tizi Ouzou, je pense donc à l'ENIA de Belabbas, ouvrir leur capital public à la bourse. Or, l'une des règles de la bourse, c'est de n'accepter si vous voulez, de nouveaux adhérents, si je peux m'exprimer ainsi, ou de nouveaux intrants dans la bourse, que s'ils affichent trois bilans excédentaires. Alors donc, comment est-ce qu'on met uniquement des entreprises vers le bas, on met que des canassons dont personne ne veut. Enfin, je dis pas canassons, mais en tout cas des problèmes, des entreprises qui ont des problèmes si vous voulez, de haut du bilan qu'il va falloir régler. Donc toutes ces questions, à mon avis, c'est prioritaire. On ne peut plus laisser... vous avez vu Sider aussi, la question de Sider, donc qui, de façon récurrente, si vous voulez, donc investit pour améliorer l'outil de production, mais qui a des problèmes au niveau de sa trésorerie. On peut faire appel aujourd'hui au Trésor public, il faut trouver des solutions pour toutes ces entreprises économiques et les assainir. Alors, messieurs, c'est un peu la question $1 million. On comprend à travers tout ce plan d'action que tous les secteurs économiques doivent subir une métamorphose étudiée avec des objectifs bien précis. Quelle est l'urgence aujourd'hui? Par quoi commencer ce décollage économique? Est-ce qu'on doit s'attaquer d'abord à l'amélioration du pouvoir d'achat des Algériens? Je pense que le pouvoir d'achat, sauf à le réaliser d'une manière artificielle, par des transferts, par des subventions, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas la priorité. C'est la priorité, mais il doit être la conséquence d'une nouvelle politique économique, d'une nouvelle politique sociale. Et nous n'avons pas encore, et là le gouvernement prend des engagements qui sont tenables, oui, mais pour lesquels il y a des prérequis, il y a des préalables. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir un fichier des familles pauvres si vous ne rétablissez pas l'assistance sociale au niveau de la commune. Vous ne pouvez pas donner des allocations aux primo-demandeurs chômeurs si vous n'avez pas une administration organisée et des moyens de contrôle idoines pour que cette aide, cette subvention directe aille véritablement à ceux qui la méritent. C'est bien de dire, nous entendons aussi bien nos responsables politiques que nos communicants faire dans le discours démagogique. Il faut s'affranchir de ce populisme, prendre des décisions difficiles. Mais il faut avoir le courage de prendre des décisions difficiles. Bien sûr, il y a des transferts sociaux auxquels il ne faut pas toucher parce que cela risque de toucher à l'État social algérien qui sont la santé et l'école. On parle de ciblage, de subventions. Non, les transferts sociaux, la santé et l'école, il faut continuer à le faire, mais il faudrait que ces transferts sociaux véritablement apparaissent dans la qualité du service. Dans les poches des personnes qui en ont besoin. Parce maintenant, les subventions, il y a des matières subventionnées qui sont vendues sur le terrain à leur prix. Je vais vous dire, on ne peut pas. Il est difficile pour un étranger, nous les Algériens entre nous, des fois on discute, mais il est difficile pour un étranger de comprendre que l'État subventionne le sucre qui va servir à fabriquer des gâteaux et qui sont vendus à 350 dinars comme la crise du pain également. Absolument. Donc il y a des subventions qui doivent aller directement à ceux qui le méritent. Et pour cela, madame, il faut avoir l'infrastructure qu'il faut. Nous ne l'avons pas encore. Nous n'avons plus l'assistante sociale, nous n'avons pas un fichier national des chômeurs primo-demandeurs. Il faut commencer par cela. Tout à l'heure, vous me disiez pourquoi le gouvernement n'a pas fixé des délais pour la mise en œuvre. La mise en œuvre de cette décision du président de la République, parce que c'est son programme de donner une allocation chômage aux primo-demandeurs, je vais vous dire, pour qu'elle ne serve pas les intérêts de clans, d'individus, qu'on ne tombe pas dans le copinage et que ces aides aillent véritablement aux personnes méritantes, eh bien c'est le travail d'1 année et demie, 2 ans, avec les nouveaux moyens technologiques
pour avoir un fichier. Prendre le temps qu'il faut pour avoir pour un une fichier justice national. sociale et pour une justice La sociale. justice sociale. Je ne sais pas si nous sommes proches de la fin de cette émission, qui est vraiment riche. Il reste 5 minutes de débat. Qui est vraiment riche. Je vais vous dire, vous avez touché du doigt la chose la plus importante qui garantira à notre pays la stabilité politique, la stabilité économique et sociale, la cohésion sociale. C'est cela, la justice sociale. Quand on parle... Moi, je ne crois pas en la République de Platon. Je ne crois pas en la République vertueuse. C'est une vue de l'esprit. Mais je crois en un État juste. Pas spécialement équitable, mais un État de droit. Et un État de droit, c'est un État juste. Et tant que nous n'avons pas atteint cela, nous allons encore, à chaque fois, chanceler, à chaque fois que des situations difficiles comme celles que nous vivons viennent à frapper notre pays. Absolument. Nous ne faisons que reporter le problème et le déplacer. Alors une justice sociale aujourd'hui pour une cohésion moi je crois sociale, que c'est assurer un décollage. L'État social, c'est déjà la déclaration du 1er novembre 1954. Et parce que j'ai entendu donc un certain nombre de députés dire il faut mettre fin au socialisme, etc. Moi je pense que l'État social, c'est consubstantiel avec la Révolution nationale et le 1er novembre. Donc ça, c'est indiscutable. Donc ce point de vue-là, le problème, c'est qu'il faut éviter le gaspillage et les captages de rente. C'est ça les dispositifs, l'ingénierie des dispositifs que nous devons mettre en place. Et je pense que c'est avec la numérisation, c'est un instrument, avec l'implication de la société civile aussi dans ces différentes composantes et de la société politique aussi. Donc on peut arriver à une plus grande transparence et pouvoir identifier de façon précise et éviter qu'il y ait un transfert de rente et qu'il y ait donc les ménages, en tout cas les plus vulnérables, soient protégés. Et ça, je pense que c'est du domaine du possible et que également, il ne faudrait pas qu'avec les réformes structurelles qui vont être faites sur notamment les subventions, n'entraînent dans leur sillage, si vous voulez, une diminution trop sensible des couches moyennes, des revenus salariaux des couches moyennes. Et ça, c'est un danger, à mon avis, qui nous guette et qu'il va falloir traiter et prendre en compte dans le processus de réforme structurelle qui doit être mise en place le plus rapidement possible. Donc pour vous aujourd'hui, pour revenir le dernier mot de l'émission, in fine, pour amorcer ce démarrage, ce décollage de la relance économique, l'urgence, ce sera laquelle? Moi je pense qu'il faut allumer d'autres moteurs de la croissance. Il y a déjà les grands projets dont on parle, mais il faut qu'ils se mettent en place. Mais il y a également des secteurs qui sont porteurs, celui de l'agroalimentaire, celui de l'industrie. Donc c'est pas parce qu'on a échoué dans la filière automobile, parce qu'il y a eu un essai de captage rentier, si vous voulez, un essai. Donc cet essai a été transformé. Si on est en rugby. Donc c'est pas parce qu'il y a eu ça qu'on va abandonner. Et il va falloir prendre, à mon avis, revenir sur l'industrie, voir comment tirer les leçons de ce qui a pas marché pour pouvoir revenir. Et on a la possibilité avec la pétrochimie, la sidérurgie, donc les engrais. Il y a vraiment des choses à faire. Le problème, c'est de mettre en œuvre et de rétablir la confiance dont j'ai parlé dans le monde des affaires. Et puis vous parliez en début de toute émission que ça partait du top-down. On est à une échéance pour les élections locales. On peut créer de la richesse localement déjà au niveau. Tout à fait. Les territoires, à mon avis. Donc pourquoi? Parce que les territoires, et je parlais avec Moustapha, on parlait du schéma national d'aménagement du territoire, la dynamisation des territoires. Parce qu'il y a les élites. Définir la vocation. Il y a les élites, y compris entrepreneuriales. Il y a des universités partout. Il y a des centres de formation professionnelle partout. Il y a des ressources locales aussi qui peuvent être transformées localement avec ces élites, et ça va contribuer, si vous voulez, à créer, les territoires vont créer des points de croissance pour l'ensemble de l'économie et pas uniquement les projets centralisés, etc. Et que de ce point de vue-là, le secteur public marchand a encore un rôle à jouer, mais il va falloir traiter, comme je l'ai dit, pour les entreprises comme Eni et Meunier, le haut du bilan et non pas uniquement aller uniquement traiter les questions de trésorerie. Et c'est possible, Voilà, rester sur une note optimiste. Aujourd'hui, créer de la richesse à partir de la base, c'est possible et c'est ce
qu'il faut faire à l'approche aujourd'hui des élections locales. Les élus devront tabler sur cela, avoir un esprit managérial. Hein. Nous avons commencé cette émission en faisant le procès de l'État jacobin et centraliste. Je pense oui. Limite, disons les limites. Limite le procès de l'État jacobin et centraliste. Vous savez, l'aménagement du territoire est un instrument fondamental. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir un instrument qui a été érigé en loi, donc, et qui est opposable aux tierces, opposable à tout le monde, à toutes les institutions et à toutes les personnes. La mise en œuvre du SNAT nécessite plus de décentralisation, plus de pouvoir décisionnel local. J'aime bien ce proverbe que nous utilisons des fois à tort et à travers, mais qui doit nous servir. Nos amis à l'intérieur du pays, les Algériens et les Algériennes, là où ils vivent, connaissent les richesses qu'ils peuvent développer, connaissent les richesses qu'ils peuvent mettre en communauté. Et vous savez, tout le monde parle maintenant des terres rares, qui sont une ressource fondamentale pour l'économie mondiale. Il se trouve que très peu d'études se sont faites dans notre pays. Mais si vous allez dans les régions et que vous parlez aux gens, ils connaissent, ils savent qu'à telle place, la terre, si vous la prélevez, vous la mettez à côté de l'antenne télé, votre télé capte mieux. Vous savez, et puis donner plus de liberté. La démocratie, ce n'est pas uniquement la liberté d'expression et la liberté de la presse, ce qui est important, mais c'est la liberté d'entreprendre et d'entreprendre chez lui, dans son douar, dans sa localité et dans sa région. Et puis ne pas avoir peur de reconnaître ses faiblesses, faire une évaluation réelle sans complaisance. Dans la gouvernance, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les problèmes doivent être réglés là où ils naissent. Merci, excusez-moi, mais on nous demande l'antenne. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Merci à vous, messieurs, pour ce débat. Nous étions en direct. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.